Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal Magazine de ce samedi 30 mars 2024. Le sommaire, ça s'accélère les préparatifs pour les législatives et les régionales du 20 avril prochain. Hier, la HAC a procédé au tirage au sort pour le passage des messages des candidats sur les médias publics. Deux invités dans ce magazine pluriel. D'abord, le témoignage d'une femme souffrant de l'endométriose, maladie caractérisée par de fortes douleurs lors des règles chez beaucoup de femmes. Le second invité, Pakamaza Jonas, il est le secrétaire permanent de l'Institut de contrôle de la prolifération des armes légères et de petit calibre. Il va nous parler de la mission de cet institut en matière de sécurité. Sport football, l'AD1 Lonato entame la seconde phase du championnat ce week-end pendant que la D2 joue les play-offs. AS OTR Entente 2, c'est l'attraction de ce week-end. À suivre également dans cette tranche d'actualité, les échos du palais et la revue de presse. Rendez-vous dans un instant, vous connaissez le programme. Voici le journal. Et nous ouvrons cette édition d'abord par ce communiqué de la présidence de la République présenté par la porte-parole du gouvernement, Madame Yawa Kouigan, ministre de la Communication et des Médias. Le gouvernement a reçu du bureau de l'Assemblée nationale ce jeudi 28 mars 2024 la loi portant révision de la Constitution togolaise adoptée le lundi 25 mars 2024. Toutes choses étant perfectibles et au regard de l'intérêt suscité au sein de la population par le texte depuis son adoption, le président de la République a demandé ce jour à la présidente de l'Assemblée nationale de faire procéder à une deuxième lecture de la loi adoptée, faite à Lomé le 29 mars 2024. Je vous l'annonçais en titre, on en vient maintenant aux élections. Le positionnement des candidats sur les bulletins de vote s'est déjà fait par la CENI. Le tirage au sort de l'ordre de passage des messages des candidats sur les médias publics, ça vient tout juste d'être fait. Tirage au sort cette fois par la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La séance, le compte rendu, Pacom Johnson. C'est le siège de la HAC qui a servi de cadre pour cette cérémonie. Le tirage au sort s'est déroulé sous le regard superviseur de l'huissier de justice Maître Sama Bouchou, commis pour la circonstance. Il est accordé aux candidats 3 interventions à Radio Lomé, à Radio Kara et à la télévision togolaise et 3 publications à Togo Presse. Pour ce double scrutin, 38 médias privés sont autorisés par la HAC à diffuser les messages des candidats. Badi Bassa Babaka, rapporteur de la HAC, donne des explications sur cette nouvelle disposition. Il y a 38 radios, dont au moins une par circonscription électorale. Et donc la campagne se fera entièrement sur ces radios par les listes des candidats indépendants. Donc tous les indépendants feront leur campagne uniquement sur les radios désignées. Et dans chaque circonscription électorale, il y a une radio qui est à leur disposition. Et là également, nous avons déterminé le temps qu'il leur faut. Il leur faut aussi 3 passages au cours de la campagne. Et la durée de leur intervention a été définie. Le président de la HAC, Talou Nani Telou, a rappelé que cette mission de la HAC tire sa légitimité du code électoral en son article 75. Bati Bassababaka revient sur les dispositions à prendre par les partis politiques. Ce qui est surtout sollicité de notre part, c'est que les candidats puissent être suffisamment informés de ce découpage et surtout des jours où ils ont des messages à faire publier ou à diffuser, pour qu'ils puissent prendre les dispositions pour les enregistrer et les transmettre à la HAC pour le visionnage et en même temps faire en sorte qu'ils soient passés sur les médias publics.
La date du premier passage des messages des candidats sur les médias publics est fixée au 4 avril prochain. Toujours au chapitre des élections, une formation interne des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI sur le code électoral a eu lieu hier à Davier. Ces membres vont former à leur tour à partir de ce samedi ceux des commissions électorales locales indépendantes, les CELI. Et parmi les acteurs impliqués dans le processus électoral se trouve en bonne place la Cour suprême, la plus haute juridiction du Togo en matière judiciaire et administrative. Quel est concrètement son rôle dans l'organisation de ces élections législatives et régionales? Les explications de Sibi Lawson. Outre garantir la conformité des lois et décisions administratives avec la Constitution, la Cour suprême veille à la régularité, à la forme et au fond du scrutin. Cette tâche prépondérante est exécutée en 3 temps, avant, pendant et après les élections. C'est sa chambre administrative qui est chargée du volet élection. Elle reçoit tout le contentieux lié au processus. Sa présidente, Akpeneji Donou, détaille le rôle de la chambre dans le bon déroulement du scrutin. Avant les élections, il y a beaucoup d'activités qui se déroulent et qui permettent une bonne élection. Et pendant cette période, la chambre administrative de la Cour suprême est vraiment à cheval pour pouvoir gérer tout ce qui peut arriver comme contentieux. Entre autres, le contentieux des listes des candidatures. La CENI, après, nous transmet toutes les listes de candidatures et nous examinons, vérifions pièce par pièce. Et si une pièce qui manquait fondamentale, on peut invalider ces listes et publier maintenant la liste définitive des candidatures. C'est ce qui vient de se faire il y a quelques jours. Le jour du vote, la chambre administrative de la Cour suprême est aussi sollicitée. Pendant même les élections, il y a le scrutin. Comment le vote s'est déroulé? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Les bulletins, les urnes, les isoloirs, le bureau, est-ce que tout le monde était là, les représentants des partis politiques? Est-ce que ça a été bien fait? On vérifie ça. Et le dépouillement. Est-ce que le dépouillement a été bien fait conformément au test? Vient alors l'étape de la proclamation des résultats. Madame la présidente de la chambre administrative, que fait alors votre institution? La CENI proclame les résultats provisoires et nous transmet ces résultats provisoires. Et après ces provisoires, il y a une période qui est ouverte pour les contentieux. Et ces contentieux sont réglés pendant 10 jours au niveau de la chambre. Et après ça, nous proclamons le résultat définitif des élections. Et ce qui se passe après aussi, c'est que au moment des installations, comme on l'a fait au communal, il y a des problèmes, les décès, des démissions. Ça aussi, ça vient vers nous pour remplacer ceux-là qui démissionnent ou bien ceux que le Seigneur a rappelés à lui. Somme toute, la Cour suprême, de par sa chambre administrative, s'assure que les prescriptions légales relatives aux opérations des élections soient respectées tant en leurs lettres qu'en leur esprit, surtout que le Togo organise pour la première fois les régionales. Sibi Lawson et l'organisation de ces élections régionales vient renforcer le processus de décentralisation entamé, vous le savez, avec les élections municipales. Le rôle de chaque acteur, notamment élu municipal, conseiller régional, préfet et gouverneur, les éclairages du ministre en charge de la décentralisation, Awate Odabalo. Les élus municipaux et les élus régionaux sont des autorités décentralisées qui sont issues des élections. Les premiers, c'est-à-dire les conseillers municipaux, sont élus au niveau de leur commune. Donc, ce sont les citoyens qui élisent les conseillers qui vont gérer la commune. Plus haut, ce sont les citoyens de toute la région qui élisent les conseillers régionaux pour s'occuper du développement de l'ensemble de la région. On peut dire que les deux sont donc des autorités décentralisées parce que sont issus des élections. Mais chacun a sa mission. Les conseillers municipaux, en tête Monsieur le maire, conçoivent et mettent en œuvre le développement de leur commune. Et les conseillers régionaux qui sont issus de toutes les préfectures, donc de la région, conçoivent et mettent en œuvre le développement global de la région. Et les transferts de compétences sont très spécifiés, que ce soit au niveau de la mairie, donc de la commune, ou que ce soit au niveau de la région. La mission est clairement définie ainsi.
Quant au préfet et le gouverneur, le préfet représente le pouvoir central au niveau de la préfecture, exerce le contrôle de légalité sur les actes que pose donc la commune. S'il y a 2 ou 3 communes, tous les actes que chaque conseil communal prend passent au contrôle de légalité au niveau donc du préfet qui exerce ce contrôle pour s'assurer que les décisions et les délibérations sont conformes à la loi et ensuite elle préserve toujours l'unité nationale. Le gouverneur fait le même exercice sur tous les actes que pose le conseil régional. Donc tous les actes signés par le président du conseil régional passent par le gouverneur qui va exercer conformément à la loi son pouvoir de contrôle de légalité. Donc nous avons 2 autorités déconcentrées qui représentent le pouvoir central et nous avons 2 autres autorités décentralisées qui doivent toujours soumettre leurs actes à leurs représentants du pouvoir central. Dans ce cadre, il faut voir que le chef hiérarchique direct du préfet, c'est le gouverneur. Autre sujet évoqué dans cette édition, la santé, un droit fondamental. Et justement, pour garantir un accès aux soins de santé pour tous, les organismes de gestion de l'assurance maladie universelle AMU, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et l'INAM ont signé une convention de partenariat avec les prestataires de soins. La cérémonie de signature s'est déroulée hier à Lomé. La cérémonie, le récit avec Nafara Noudar. Ils sont au total 8 prestataires de soins et services parmi lesquels le Centre national de transfusion sanguine, le CHU Sylvanus Olympio, le CHU Campus et l'Ordre des pharmaciens. Ils ont signé l'accord avec la CNSS et l'INAM. La signature s'inscrit dans le cadre de l'entrée en vigueur de l'assurance maladie universelle qui s'étend au secteur privé. Ingrid Awade, directrice générale de la CNSS. Notre cible, c'est essentiellement le secteur privé, formel comme ce que nous appelons informel, travailleurs non salariés, les ministres du culte, tous les gens du secteur privé. À partir du 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, donc on rentrera dans le vif du sujet des remboursements des médicaments et des soins. Dans le processus de déroulement de l'AMU, les médecins sont indispensables. Dr Ameti Tovi Ekwe, vice-président de l'Ordre national des médecins du Togo, justifie cette présence. Les médecins sont des prestataires privilégiés parce que sans le corps médical, il ne serait question d'y avoir de couverture maladie universelle. C'est pourquoi nous avons tenu à être associés dès le départ à tout ce qui pourrait être fait dans ce sens, notamment aux négociations, qui fixent le cadre général entre les prestataires de soins et les organismes d'assurance maladie. Donc nous nous réjouissons d'avoir franchi cette grande étape. Que chaque Togolais, quelle que soit sa condition, ait accès aux soins de santé de qualité, c'est le vœu du chef de l'État fort. À ce titre, plusieurs efforts ont été faits dans le domaine de la santé. C'est ce que relève professeur Moustapha Midjiawa, ministre en charge de la santé. Une importance particulière est accordée à la formation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans chacune de nos régions, il y a une école de formation de sages-femmes, d'infirmières. Aujourd'hui, le recrutement, la santé et l'éducation sont les 2 secteurs où il y a eu le plus de concours de recrutement de la fonction publique. En dehors de ça, le chef de l'État a pris la décision de la réhabilitation, la construction et des équipements dont sont dotés les centres de soins des 3 niveaux de la pyramide sanitaire, c'est-à-dire les dispensaires et les hôpitaux préfectoraux, les hôpitaux régionaux et les hôpitaux de référence. Un autre volet, c'est les hôpitaux mère-enfant. Aujourd'hui, il y en a 5 qui sont en construction. Via la Covid, il y a eu 9 centres qui ont été construits à travers le pays. Un autre volet, les médicaments. Le chef de l'État a décidé de booster la CAMEG pour élargir son éventail de disponibilité de médicaments. Présent à cette rencontre, le ministre de l'Accès universel aux soins a invité le corps médical à une complicité avec les organismes de gestion de l'AMU. Jean-Marie Tessi et Wonoulé. Nous souhaitons convoquer le sens du pragmatisme, de la souplesse, le sens de la pédagogie et de la communication, à la fois entre les organismes de gestion et les prestataires, mais aussi à l'égard de nos concitoyens
assuré bénéficiaire. Parce qu'au démarrage, il pourra avoir des écueils. Nous devons gérer ces écueils, les consigner, les traiter pour pouvoir élaguer ce qui pourra l'être. L'AMU a été lancé le 1er janvier dernier. Sa phase de mise en application démarre lundi prochain. Un tour dans l'actualité internationale. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a confirmé hier soir la victoire sans appel de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle du 24 mars dernier dès le premier tour. C'est la dernière étape du processus électoral avant l'investiture du nouveau chef de l'État prévu le 2 avril prochain. En RDC, les autorités s'attaquent à la surpopulation de la plus grande prison du pays. Construite pour 1500 détenus, la prison centrale de Makala, située à Kinshasa, en compte aujourd'hui près de 15 000. Ce sont 67 détenus qui ont été libérés jeudi dernier et d'autres pourront aussi quitter cette maison carcérale selon le procureur général près la Cour de cassation. Une commission a été dépêchée sur place pour analyser les dossiers des détenus. Mais la société civile exprime des inquiétudes face à la composition de cette équipe. Arrestation arbitraire, retard des jugements, emprisonnement sans dossier, des voix s'élèvent au sein de la société civile pour y inclure d'autres composantes. Rubrique invitée à présent, d'abord ce mal dont souffrent beaucoup de femmes. Douleurs chroniques et fréquentes pendant les règles, durant l'ovulation et même après. Ce sont là quelques manifestations de l'endométriose. La journée du 28 mars est consacrée à sa mise en lumière pour aider celles qui en souffrent. Véritable casse-tête chinois pour ces dernières. Cette maladie handicape leur quotidien, comme c'est le cas chez Sylvie. Elle est directrice commerciale dans une structure de la place. Elle vit avec ce mal depuis plus de 25 ans. Elle a confié sa souffrance à Abiré Lemou. Nous les écoutons. Sylvie, vous traînez avec l'endométriose depuis plusieurs années déjà. Racontez-nous votre quotidien depuis tout ce temps. J'ai commencé par souffrir de l'endométriose à l'âge de 9 ans. Du coup, depuis 26 ans. Des fois, je me lève, les deux pieds me faisant très mal, difficile de me soutenir. Ou je me lève des fois très fatiguée, très épuisée. Quand tu dors, le cerveau est en train de lutter avec la douleur et tout ça, ce qui rend l'organisme de la femme qui a l'endométriose tout le temps fatigué. Des fois, je me réveille avec des douleurs pelviennes, pas possible. Je ne parle pas de règles douloureuses, mais je parle des douleurs en dehors des règles. Des fois, c'est difficile de mettre le pied à terre. Et ça, c'est mon quotidien depuis, je dirais, les 10-15 dernières années maintenant. Quand tu grandis, la maladie aussi grandit en réalité. Donc, à un moment, tu es tellement épuisé psychologiquement et physiquement. Alors, vous avez parlé de douleurs intenses. Est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire ces douleurs-là? Les douleurs se manifestent. Tu as l'impression qu'il y a un crabe qui marche dans ton bas-ventre. Ou il y a un couteau que quelqu'un prend et la personne est en train de poignarder l'intérieur de ton bas-ventre. Des fois, c'est comme si la personne a pris le couteau et l'a mis debout ou bien une tige l'a mis debout dans ton bas-ventre, de telle sorte que si tu veux te courber, tu as mal, tu veux t'asseoir, tu as mal, tu veux te coucher, tu as mal, tu veux faire tout, tu as mal, tu veux respirer, tu as mal. Je ne sais pas comment décrire cette douleur. Dans mon cas, les douleurs ont commencé avec les règles douloureuses, dont j'avais mal pendant les règles. Ensuite, je sentais un peu de douleur pendant l'ovulation et après, la douleur de l'ovulation même est plus grande que la douleur des règles actuellement. Les douleurs des règles m'amenaient dans les pommes. Je m'évanouissais parce qu'à un moment, mon cerveau n'arrivait plus à supporter la douleur, que ce soit pendant les règles, pendant l'ovulation ou en dehors, j'ai constamment mal. Les jours du mois pendant lesquels je n'ai pas mal, c'est peut-être 3 à 5 jours ou pas du tout au cours d'un mois. Donc la douleur, elle est là constamment tous les jours. Ces deux douleurs ont deux goûts différents, je vais dire comme ça. La sensation est différente. Donc, quand c'est l'ovulation, tu sais en même temps, en tout cas je sais en même temps que ça, c'est la douleur de l'ovulation. C'est comme si quelque chose s'est enflé
quand un abcès fait mal, voilà, derrière de ton bas-ventre, la menstrue termine le 5e jour peut-être, et le 5e jour, tu commences par sentir d'un côté la fin de la douleur des menstrues qui commence par diminuer et le début de la douleur de l'ovulation. Et donc, le 6e jour de ton cycle, les règles ne viennent plus, mais l'ovulation s'intensifie un peu, la douleur. Le 7e jour, le 8e jour, le 9e jour, oh là là. Alors nous allons aborder le côté professionnel, Sylvie. Vous êtes directrice commerciale dans une entreprise et ces douleurs que vous nous décrivez, cela signifie que lorsqu'elles surviennent, il faut être alité. Et donc ce sont des absences au travail. Avec votre patron, comment ça se passe? Ce n'est pas du tout facile la relation avec mon employeur. Moi, j'ai un poste à responsabilité par la grâce du Seigneur, mais ça n'a pas été facile d'arriver là. Je me suis torturée sciemment. J'ai été méchante avec moi-même. Tu as mal, tu décides d'aller au boulot. Tu souris, le client tourne le dos, tu verses les larmes. Des fois, je m'évanouis au service et par abnégation. Et aujourd'hui, mon employeur, il sait que je me fais mal constamment en voulant garder mon poste. Et au début, mes absences, il n'a pas digéré. Donc, cela rend la relation vraiment, vraiment, vraiment compliquée. Vous nous aviez confié, lorsque nous préparions cette interview, que vous êtes mariée. Et vous êtes d'ailleurs à votre deuxième mariage parce que le premier n'a pas marché justement parce que vous ne faites pas d'enfants à cause de cette maladie-là. Comment est-ce que vous arrivez à gérer toute cette crise-là dans le foyer? La relation avec mon conjoint est très, très, très compliquée parce que la douleur fait que tu fuis les rapports sexuels. Tu as mal constamment et peut-être en 2 mois, c'est 1 fois passant ou 2 fois passant. Et là même, c'est que tu souffres en te donnant et où tu cries, s'il te plaît, ne sois pas profond. En fait, tu ne ressens aucun plaisir. Tu le fais par obligation parce que tu te dis, mais lui aussi, il m'a pas épousé pour que je sois un meuble quand même. À part cela, moi, je saigne tous les jours. À part les règles, je saigne tous les jours. Et ce n'est pas agréable d'avoir des rapports en saignant. Et à part la relation intime, il y a la gestion de la maison. Actuellement, quand je vous parle, je suis en pleine crise. Ça fait 2 jours, je ne suis pas allée au service. Donc, c'est lui qui fait tout, qui est en train de jongler entre son service et comment gérer la maison, la nourriture. Franchement, ce n'est pas aisé, la relation avec mon mari. Et votre entourage, qu'est-ce qu'il en dit? Eh bien, l'entourage, tu es stigmatisé déjà. Il te regarde comme celle qui tombe tout le temps malade. Le jugement de l'entourage qui te prend soit en pitié ou ils se disent que tu exagères, quoi. Et surtout, quand tu n'as pas d'enfant. Je n'ai pas encore d'enfant, oui, j'ai eu des difficultés, j'en ai cherché. Du Togo jusqu'en France. J'ai beaucoup dépensé pour cela et je sais que le Seigneur n'a pas fini avec moi et j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il le fera. Sylvie, vraiment, nous vous envoyons beaucoup de force et beaucoup de courage. Lorsque vous vous retrouvez seule, comment vous vous sentez? Eh ben, je me sens incomprise de tout le monde, incomprise même de ceux qui disent me comprendre. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. Je me sens seule dans mon monde, seule dans ma vie. Et les dépenses, oh Seigneur, les dépenses pour les produits, les calmants sont tellement énormes que moi, dans ma vie, je n'ai rien réalisé. Je travaille depuis près de 15 ans déjà, à part les produits chers, les opérations chères. Des fois, je suis au bureau, je ferme la porte pour pleurer un peu, pour évacuer un peu. Merci à Abiré Lemo et à son invité à qui nous souhaitons beaucoup de courage. La seconde partie de notre rubrique invité, nous parlons cette fois de la circulation incontrôlée des armes, source de conflits. Le Togo, pour éviter les conflits liés au port illicite d'armes, s'est doté d'une institution de contrôle de la prolifération des armes légères et de petit calibre.
Paka Maza Jonas est le secrétaire permanent de cette institution. Il est interviewé par Allo Noyoue. Paka Maza Jonas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire permanent de la Commission nationale de la lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. Comment se présente cette lutte dans la sous-région aujourd'hui? L'Afrique de l'Ouest en général et le Sahel en particulier aujourd'hui est perturbé par la situation d'insécurité généralisée et on se rend compte que cette situation est favorisée par la prolifération des armes. C'est quoi la prolifération? C'est le fait que les armes circulent. C'est la multiplication des armes en traversant les frontières et de manière incontrôlée. Donc au regard des effets néfastes de ces armes, il a été décidé au niveau des Nations Unies qu'une journée soit dédiée afin d'apporter une certaine sensibilisation liée aux conséquences concernant ces engins de la mort, comme on le dit. Comment le Togo se prend-il face à la prolifération des armes? Concernant le Togo, il y a eu une prise de conscience au niveau des politiques et je voudrais dire que ce n'est pas seulement au niveau du Togo, parce que si il a été créé une commission nationale en charge de la question, c'est parce que dans la sous-région, notamment dans les années 90, il y a eu des guerres au Libéria, Sierra Leone et récemment, si je me permets de dire, en Côte d'Ivoire. Et on s'est rendu compte que ce sont ces armes-là qui prolongent les conflits. Et ces commissions ont été créées pour faire face justement à ce phénomène. Qu'est-ce qui est fait concrètement au Togo? La commission a été créée en 2001 et elle a commencé ses activités depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que ça en fait déjà 20 ans d'existence. Et ça veut dire que s'il y a 20 ans d'existence, ça veut dire qu'il y a des difficultés sur le terrain. Et ce que nous faisons, nos activités sont essentiellement tournées vers la sensibilisation. C'est d'amener les populations à prendre conscience que l'utilisation des armes légères notamment cause des dégâts. Et la prise de conscience consiste à faire quoi? C'est de faire en sorte que si vous êtes détenteur, puissiez vous faire connaître au niveau de la préfecture en allant vous signaler et on vous enregistre et on vous remet ce qu'on appelle un récépissé. Maintenant, l'autre action qui est menée par la commission, c'est le marquage des armes. Marquer une arme, c'est quoi? C'est comme l'immatriculation. Pour que les gens aient une arme marquée, c'est identifié pour qu'on sache que cette arme appartient. Et l'avantage du marquage, vous permettez que je le précise, c'est que si par exemple quelqu'un venait à vous voler votre arme et elle sert à commettre une infraction, un vol par exemple, et que les forces policières ou les gendarmes vont arrêter le délinquant, on découvre cette arme. Le marquage permet d'identifier le propriétaire. Si ce n'est pas le propriétaire ou bien c'est un vol, ça veut dire qu'on a volé l'arme, on a commis l'infraction. Ça permet de remonter. Là, à ce niveau, je crois que l'État, à travers cette action, permet d'identifier les détenteurs, mais aussi le degré d'armement des civils. Parce que lorsqu'on est civilement armé, on peut être amené à utiliser cette arme pour peut-être dérouler certains conflits qui, normalement, par la discussion, on peut résoudre cela. Ce qui est fait aussi, c'est aussi de former les forces de défense et de sécurité en matière de gestion des armes. Vous savez, une arme, comme dit la convention de la CEDEAO, ce n'est pas une marchandise ordinaire. Donc pour gérer cette arme, il y a des conditions bien précises. Si le magasin dans lequel est stocké une arme n'est pas sécurisé, elle peut faire l'objet de vol. Parce que si ça veut dire qu'il y a vol, ça veut dire qu'il y a des commissions, des actes de violence ou des braquages. Donc, la gestion des armes aussi implique à ce qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le détournement. C'est quoi le détournement? C'est le fait, par exemple, qu'une arme qui devait être servie pour le garder peut-être, je prends, on est à côté de la BCAO, le militaire ou le policier qui devait prendre cette arme pour la garde, sécuriser l'immeuble, prend cette arme-là et va vendre à une autre personne. Ça veut dire que ça a détourné. C'est le but pour lequel l'arme-là a été déterminée au départ, a été afin d'éviter dans cette plus ou moins cela le détournement. Il y a ce que nous appelons le traçage. C'est quoi le traçage? Lorsqu'une arme est volée ou bien elle est perdue, il y a le système au niveau international que nous appelons Interpol. Bon, on signale. Et si c'est une arme du Togo, on signale au niveau d'Interpol. L'Interpol est chargé de mener l'enquête et retrouver l'arme là. Si c'est au Bénin, en Côte d'Ivoire ou ailleurs en France, il y a ce traçage là, le suivi là qui nous permet d'identifier l'arme et l'arme de revenir au Togo. Avec toutes ces actions, quel bilan peut-on dresser? Disons le bilan, on peut dire qu'il est mitigé parce qu'on ne peut pas se s'auto-satisfaire parce que quand même il y a beaucoup d'actions qui ont été menées, la preuve, c'est qu'il y a des braquages sur le terrain.
Ça veut dire que les armes circulent. Si les armes circulent, ça veut dire que les gens hésitent à se faire identifier. Là, c'est pourquoi je dis de bilan mitigé, puisqu'on a dit qu'il y a eu des armes qui ont été marquées. Pour le marquage, il y a au moins 10 000 armes qui ont été marquées, détenues par les civils. Mais c'est aussi marqué au niveau des forces de défense et de sécurité, notamment les paramilitaires. Donc, pour dire que, si je dis c'est mitigé, c'est parce que oui, il y a des résultats qu'on a obtenus, mais le phénomène n'est pas terminé. Il continue pas à circuler. Et puis bon, pour des fins aussi culturelles, il y a certaines communautés qui utilisent les armes pour des fins de cérémonie. Et il y a aussi des braconnages qu'on constate à gauche à droite pour des faits économiques ou des intérêts économiques. Mais il y a aussi la défense de soi. Ça veut dire que si les gens se sentent en insécurité par endroit, il va avoir des armes. Là, ça veut dire que vous voyez que le bilan, on ne peut pas dire qu'il est négatif, on ne peut pas dire qu'il est totalement positif, mais il est mitigé, en ce sens que bien qu'il y ait des actions qui ont été menées, il y a aussi ce phénomène qui persiste. Quelles sont alors les activités en vue? Pour les actions futures, concernant la commission, nous avons envie de faire ce qu'on appelle une cartographie des forgerons. On se rend compte que la plupart de nos forgerons qui, normalement, fabriquent des tabacs, des coupe, ainsi de suite, il y en a qui savent fabriquer les armes. Mais au niveau de la commission, nous n'avons pas une idée exacte de ceux-là qui sont à même de le faire. Donc nous avons en vue une cartographie à travers une étude. Et là, on saura quels sont ceux qui on fabrique, à qui c'est vendu ou destiné. Ça permettra un meilleur contrôle. Ce qui est en vue aussi, ce qui est salutaire. Le 31 janvier dernier, le gouvernement a adopté ce qu'on appelle le projet sur le régime des armes. Je voudrais rappeler que la loi actuelle date de 1959. Bon, la loi est dépassée. Il faut l'actualiser. Heureusement, le gouvernement vient d'adopter un projet de loi et on espère que la législature, ça veut dire qu'elle est en fin de mandat, peut-être que celle qui viendra va se saisir rapidement de la question pour qu'on ait une loi spécifique sur les armes. Paka Jonas, un mot à l'endroit de la population. Aujourd'hui, le climat sécuritaire dans la région est perturbé et chacun de nous doit prendre conscience qu'on ne peut développer ou mener des activités ou atteindre nos ambitions qu'à travers la sécurité. Comme disait l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a non plus de paix sans développement. C'est sur ça que je voudrais inviter les uns les autres à prendre conscience de l'importance de la paix et de la sécurité pour le développement harmonieux de nos pays. Paka Moza Jonas, merci. Je vous en prie. Vous êtes à l'écoute de Radio Lomé. Ce journal magazine se poursuit. Les échos du palais maintenant. Les assises de la cour d'appel de Kara se poursuivent. En 2023, la cour a jugé 8 accusés. 3 ont comparu. Il s'agit des sieurs Yendouban, Nakordja et Tilat. Les 8 accusés sont sous le coup de 3 infractions. Assassinat, complicité d'assassinat, trafic d'organes humains, complicité et groupement de malfaiteurs. Ils ont été condamnés à des peines allant de 20 à 45 ans de prison. Le récit des faits, Hélène Assabi. Ces inculpés, guidés par le souci de devenir riches, ont assassiné la victime Bakangu Nassanja, un bossu résidant à Ogaro, une localité de Kwendial-Ouest. Ce dernier, qui s'est rendu au marché de Ogaro, n'a plus regagné son domicile et c'est seulement les restes de son corps emballés dans un sac qui seront découverts en brousse en état de décomposition quelques jours plus tard. Le constat de la gendarmerie a révélé des entrailles ouvertes montrant des mutilations et certains organes dans la bosse de la victime enlevés. Il a fallu 4 ans pour que l'un des criminels, rongé par le remords suite à la mort d'un membre de la bande, ne soit interpellé. Ce dernier commence alors à dénoncer le réseau. Durant toute la procédure, les inculpés n'ont pas nié les faits. Le parquet, en raison de la gravité des faits, a requis de lourdes peines pour l'ensemble de la bande et demandé l'acquittement de Matiendou, actuellement en fuite, dont la responsabilité n'est pas engagée. Les nommés Lamboni et Guyanoa ont été jugés pour les faits d'assassinat et de trafic d'organes, tandis que Kampend et Korgo Djamba, décédés, sont poursuivis pour complicité d'assassinat et de complicité de trafic d'organes humains. La défense a demandé la clémence de la Cour qui, après délibération, a prononcé les peines suivantes.
Tilat et Yendouban ont été condamnés à 40 ans de réclusion criminelle, Nakordja à 20 ans, Moussa à 30 ans et Issifou à 45 ans de réclusion criminelle. Sport à présent, le championnat national de première division D1 Lonato reprend du service ce week-end avec des affiches palpitantes. C'est pour le compte de la 16e journée. Kilim Poyode. Pour ce début de la phase retour de la D1 Lonato, le derby de la capitale oppose les fiscalistes OTR à Entente 2 de Kodjovia Kopé à Djololo au stade municipal de Lomé. Les deux équipes sont séparées par 2 points, AS OTR 23 points et Entente 2 21 points. Le faux pas n'est autorisé dans aucun des deux camps. Le 6e au classement, Kakadle 23 points, se déplace à Kara pour y défier ASCK, le second avec 25 points. Boulessou des Lacs à 8 longueurs du leader Asco reçoit ce dernier dans son entre. Les autres rencontres, Dito reçoit Gomido de Kwalimé, Espoir de Zio défie AS Bina et Semassi joue Tambo de Dacha. Tous ces matchs se jouent dimanche à partir de 15h. En levée de rideau vendredi dernier des playoffs de la deuxième division, CDF Aknou de Bafilo a pulvérisé Agaza de Lomé sur un score fleuve de 5 buts à 1. Le club de Bafilo reste la meilleure attaque de la deuxième division. Revue de presse à présent, l'actualité phare de cette semaine, la révision de la Constitution. Léontine Atogima. Du régime semi-présidentiel au régime parlementaire, le Togo consolide les bases de sa démocratie. C'est ainsi que le dialogue perçoit la nouvelle constitution votée par les parlementaires dans la nuit du lundi. Le libéral renchérit. 5e République, ça passe. L'apparition précise que ce régime vient avec des innovations majeures dans le fonctionnement de la République. Parmi ces innovations, Ouara les vainqueurs met l'accent sur la lutte contre la corruption qui sera plus rude avec cette nouvelle constitution. Le Mania libéré de son côté évoque une démocratie renouvelée et plus forte. Le journal précise que ce régime ouvre la voie à un gouvernement plus représentatif, une gouvernance guidée par la transparence, la responsabilité et l'engagement envers le bien-être de tous les citoyens. Vu l'intérêt de cette nouvelle constitution, c'est à l'unanimité que les parlementaires ont voté en faveur du changement de régime, relève le dialogue. Symphonie cite la présidente de l'Assemblée nationale, confiante qui déclare c'est à bon droit que la 6e législature a procédé à l'adoption de cette proposition de révision de la Constitution. Le vin est tiré. L'opposition va-t-elle l'avaler ou le cracher, s'interroge la lanterne. Flambeau des démocrates note pour sa part que les évêques, eux, ont du mal à boire le vin tiré car la conférence des évêques du Togo demande au chef de l'État de surseoir à la promulgation du texte. Léontine, le processus électoral en cours fait toujours la une des journaux. Législative et régionale, la campagne électorale démarre jeudi prochain à 0h, révèle Symphonie. Et on en sait plus sur le nombre de candidats aux élections législatives à la une de l'Union pour la patrie. 2348 candidats pour 113 sièges. D'après le bi-hebdomadaire, la Cour constitutionnelle a donné son quitus à 353 listes enregistrées pour l'ensemble des circonscriptions dont 285 émanent des partis politiques et 72 indépendants. Le journal met également l'accent sur la participation de tous les partis politiques à ces élections législatives, contrairement à celles de 2018 où des formations politiques avaient appelé au boycott. Et les journaux suivent de près l'évolution du processus électoral en relevant ces différentes étapes. Il s'agit entre autres du positionnement des listes sur les bulletins de vote, la gestion des listes électorales et des listes d'émargement publiées par la Commission électorale nationale indépendante CENI. La lanterne note dans la foulée que bien avant l'ouverture officielle de la campagne électorale, certains acteurs politiques sont déjà en action sur le terrain. La Nouvelle Tribune fait cas dans ses colonnes des préparatifs dans le camp du NIR en rapportant la présentation des candidats de ce parti aux délégués du Grand Lomé. Ces candidats qui participent aux élections législatives vont à la conquête de 14 sièges à raison de 8 dans la circonscription électorale du Golfe et 6
dans celle d'Aguanivé, rajoute le dialogue. Et puis Léontine, l'information qui continue de secouer le monde médiatique et politique, l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal. De la prison au palais présidentiel, la stupéfaction du changement. Flambeau des démocrates renchéris, Diomaye Faye, l'audace a du génie. Chantre de la démocratie en Afrique francophone, le Sénégal vient encore de confirmer son statut pour ce hebdomadaire. De grandes leçons sont à tirer de cette élection présidentielle au Sénégal, note Canal D. La principale va au président qui ambitionne de régner à vie, rajoute la lanterne. Pour Flambeau des démocrates, le mérite revient à tous les acteurs politiques sénégalais pour leur maturité. Du président Macky Sall à Ousmane Sonko, en passant par Amadou Ba et Diomaye Faye, au travers de l'accalmie qui a caractérisé cette élection, pourtant annoncée sur la braise, ces acteurs viennent à nouveau d'administrer une leçon politique à tout le continent africain. Merci à vous Léontine Atogima. Et pour terminer, l'information insolite du journal. En France, un automobiliste alcoolisé s'est endormi dans sa voiture au niveau d'un feu rouge dans la nuit de mercredi dernier. Prévenus, les policiers ont eu les pires difficultés à le réveiller. Ne parvenant pas à réveiller l'individu à la lumière de leur gyrophare, les policiers ont donc opté pour une méthode plus musclée. Constatant que la portière était verrouillée de l'intérieur, les policiers ont tout bonnement secoué le véhicule jusqu'à provoquer un sursaut de son occupant. Il est peu dire que le doux rêveur n'a pas ouvert les paupières avec le sourire aux lèvres. Il a présenté ses deux majeurs aux policiers avant de tenter de prendre la fuite. Le chauffard en cours un retrait de 6 points sur son permis de conduire et une amende de 135 €, près de 90 000 francs CFA. Il devra patienter jusqu'à son jugement en octobre prochain pour savoir s'il a le feu vert pour reprendre le volant. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Madame, Monsieur, voilà, ce journal magazine se referme ainsi. Réalisation Angèle Ountandi, mise en onde Taga Senam et Benjamin Boupessi. Merci à tous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Ça s'accélère, les préparatifs pour les législatives et les régionales du 20 avril prochain. Hier, la HAC a procédé au tirage au sort pour le passage des messages des candidats sur les médias publics. Nous avons reçu 2 invités dans ce magazine pluriel. D'abord, le témoignage d'une femme souffrant de l'endométriose, maladie caractérisée par de fortes douleurs lors des règles chez beaucoup de femmes. Le second invité, Paka Maza Jonas, il est secrétaire permanent de l'Institut de contrôle de la prolifération des armes légères et de petit calibre. En sport football, la D1 Lonato entame la seconde phase du championnat ce week-end, pendant que la D2 joue les play-offs. As OTR en tente 2, c'est l'attraction de ce week-end. Et puis les autres rubriques, les échos du palais et la revue de presse. Excellent week-end Pascal à tous sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg